forcer la rivière à prendre la forme que vous voulez, vous allez être obligé d'être intelligent. C'est la leçon secrète de cette affaire. Quand vous n'avez pas de pétrole, vous êtes obligé d'être intelligent. Et là, c'est très spécifique. L'absence de pétrole présente chez le castor est revendiquée volontairement par ces praticiens de la restauration. C'est un moyen d'apprendre l'intelligence des rivières. Si vous ne pouvez pas forcer le flux, vous êtes obligé de comprendre le flux. Si vous ne pouvez pas contraindre la rivière, vous êtes obligé de collaborer avec la rivière. Je donne un autre exemple pour vous montrer à quel point ces ingénieurs ont été transformés par le contact avec l'activité des castors. Nous, quand je dis nous, malheureusement, en tant que moi qu'héritier de la vieille Europe, je parle des modernes occidentaux, puisque moi c'est la tradition de laquelle je viens et à l'égard de laquelle je suis très critique. Quand on veut, nous j'appelle ça les modernes. Ici, tout le monde n'est pas moderne puisqu'on est sur un continent qui a une histoire infiniment plus riche. Les modernes, quand on veut arrêter un flux, eh ben, on lui oppose une barrière perpendiculaire. C'est très intuitif pour nous. On va essayer de faire quelque chose de solide qui barre le flux. C'est comme ça qu'on fait des barrages. Je ne sais pas si vous avez regardé finement les ouvrages Castor, les barrages Castor autour de vous, mais en fait, quand vous regardez bien, l'essentiel des bouts de bois n'est pas positionné perpendiculairement au cours d'eau, mais parallèlement au flux. Alors ça, c'est quand même très contre-intuitif. Bon, au début, on pourrait se dire les castors sont pas bien malins, quoi. Ils gâchent du bois, ils n'ont pas bien compris comment ça marchait. Et alors à nouveau, les ingénieurs, quand ils commencent à mimer les barrages de castors, ils mettent du bois perpendiculairement au cours d'eau, et puis aux premières crues, c'est embarqué, alors que les barrages de castors avec le bois parallèlement au flux tiennent. Ils se disent, alors là, il se passe quelque chose d'intriguant quand même. Qu'est-ce qui se passe d'assez bouleversant? En fait, un barrage de castor, ça n'est pas un barrage, ça n'a jamais été un barrage. C'est un malentendu anthropomorphique d'appeler ça un barrage, parce que ça n'a jamais eu pour vocation d'arrêter l'eau. Un ouvrage castor, c'est pour ça que j'appelle ça ouvrage castor personnellement, c'est un dispositif qui fonctionne comme une chevelure pour la rivière. Une longue chevelure, quand vous sortez de la douche, si vous ne la séchez pas, plusieurs heures après, elle va continuer à goutter dans le dos. Parce que vous avez, par capillarité, des chemins pour l'eau, mais des chemins au ralenti. C'est ça un ouvrage de castor. En fait, les branches sont mises parallèlement au flux, de telle sorte que chaque goutte soit capturée par le bois et qu'elle constitue des chemins pour l'eau pour accompagner l'eau. Mais comme la rugosité de l'écorce est supérieure à la viscosité de l'eau elle-même, l'eau est accompagnée au ralenti. Et comme elle est accompagnée au ralenti, ça génère un différentiel de vitesse entre l'eau qui arrive plus vite que l'eau qui s'en va, et conséquemment l'eau est ralentie en amont et peut générer ces effets d'élargissement de la nappe d'eau, d'ouverture de chenaux secondaires. La beauté de la chose, c'est qu'un barrage de castor n'a jamais eu pour vocation d'arrêter l'eau, il a simplement pour vocation de la ralentir suffisamment. Et en mettant tout ce bois, souvent parallèle, qui a pour vocation d'accompagner l'eau, eh bien, il ne s'oppose pas de manière frontale à la puissance du courant. Un castor n'a pas de pétrole et il pèse 35 kilos. Imaginez, pour arrêter une rivière, c'est impossible, ça n'a pas de sens. Par contre, l'accompagner délicatement au ralenti, ça permet de ne pas s'opposer frontalement à la puissance des crues, et conséquemment, ça donne de la robustesse aux ouvrages dont les ingénieurs se sont inspirés eux-mêmes. Au début, ils n'utilisaient pas ce genre de dispositif. Ils se sont rendus compte qu'en mimant les castors dans le fait de mettre du bois parallèlement au flux, leurs ouvrages devenaient beaucoup plus robustes et beaucoup plus efficaces. Et la troisième technique, je vous la donne parce que moi elle me fascine en tant que praticien, parce que j'en ai fait l'expérience moi-même sur une rivière. On était en train de construire un ouvrage castor pour remettre en eau une plaine alluviale qui était sèche depuis 50 ans. On a monté l'ouvrage, c'était assez bouleversant de voir le moment où le chenal secondaire, qui était un chenal fantôme, c'est-à-dire qu'il faut voir sur une prairie complètement sèche la trace géologique d'un chenal qui est à sec depuis 50 ans, mais on peut encore pister le chenal fantôme parce que la géologie est toujours là, mais il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau depuis des années. Et donc l'un des enjeux de cette pratique, c'est de remettre en eau ces chenaux secondaires pour recharger l'éponge du sol, pour réhydrater, pour donner de l'eau à tout le monde. Donc on monte l'ouvrage castor, et là c'est assez bouleversant, l'eau se répand, elle va réirriguer le sol.
Et puis là, pour renforcer l'ouvrage, avec les équipes, on se met à poser du bois très lourd sur l'ouvrage avec cette idée bien moderne on va mettre des choses bien grosses. Et puis 2 jours après, il y a un orage et la rivière arrive sur l'ouvrage et elle arrache en rigolant les énormes troncs qu'on a mis. C'est-à-dire que le poids du bois très lourd pour des humains est dérisoire pour une rivière, elle s'en fiche complètement. Et par contre, qu'est-ce qui reste dans notre ouvrage? Il reste le bois le plus fin, qui ne pèse rien, parce qu'en tant qu'il était fin, il était souple, et en tant qu'il était souple, on l'a tressé. Et ça, c'est un truc et astuce de Castor. C'est un coup de génie de Castor qui a 8 millions d'années. Pour faire face à des puissances érosives, ils ne vont pas mobiliser la gravité ou le poids des choses, ils vont mobiliser le tramage, le tissage. Et en fait, c'est tout simple une fois qu'on le comprend. Si jamais vous avez un flux d'eau qui arrive sur un ouvrage qui est simplement du bois posé, même lourd, il est arraché. Si jamais vous avez le même flux d'eau qui arrive sur une matrice de fibre de carbone tressée, eh ben, la même force de destruction va consolider la construction. Pour une raison assez simple, c'est qu'elle va resserrer la trame. À chaque fois que l'eau pousse contre l'ouvrage, elle resserre le nœud, elle resserre le nœud, elle resserre le nœud. Conséquemment, c'est plus possible de défaire le nœud. Voilà, on est là dans le genre de situation dans lesquelles il faut imaginer des hydrologues, des écologues avec des doctorats et tous les privilèges qui leur donnent le droit d'aménager la terre, qui se mettent à l'école d'un castor, qui apprennent d'un rongeur dont le cerveau n'est pas plus gros qu'une balle de golf, je dirais. Il me semble que c'est fascinant parce que ça rend visible ce que ça peut vouloir dire passer d'une relation avec ces animaux sous l'angle de l'extractivisme pour en faire du dollar à de la gestion de nuisibles, à un nouveau paradigme dans lequel on peut s'inspirer d'eux, apprendre d'eux comme des aînés dans les traditions autochtones. Ça me bouleverse, cette idée de renouer avec ce personnage que je trouve fascinant de l'animal non humain comme un aîné qui est capable, qui est là depuis bien plus longtemps que nous. Vous savez, dans les traditions autochtones, comme le dit très bien Robin Wall Kimmerer, cette très grande biologiste de Potawatomi, il y a cette idée que nous sommes des tarvenus, nous les humains. Nous sommes jeunes, nous sommes tellement jeunes comme espèce. Le monde est vieux. Les formes de vie autour de nous sont beaucoup plus anciennes. On est quelque chose comme le petit prodige de la biodiversité qui est persuadé qu'il sait tout faire mieux que tout le monde. Mais il y a des aînés partout autour de nous. Il y a des formes de vie qui revitalisent les milieux rivières depuis 8 millions d'années. Qu'est-ce que ça veut dire tout en héritant de la tradition scientifique, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir s'allier à eux, s'inspirer d'eux, collaborer avec eux. Et donc ça m'amène à ma conclusion maintenant sur cette histoire d'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire alliance? Donc vous avez vu, là, j'ai mobilisé ici des formes assez concrètes de l'alliance, s'inspirer de ces animaux, favoriser leur présence quand ils ne sont pas là, favoriser la coexistence quand ils sont là et qui posent des problèmes, parce que les castors sont des animaux qui aiment les mêmes milieux que nous, à savoir les fonds de vallée, mais comme le dit Kevin Swift, malheureusement ils les aiment un peu plus humides. Et donc bien évidemment il y a des enjeux de cohabitation qui sont difficiles. Le problème c'est qu'aujourd'hui la seule histoire qui vient à l'esprit quand on parle de castor, c'est le castor qui a ennoyé un parking, qui a mis une route sous l'eau ou qui a mangé le pommier du grand-père. C'est-à-dire que les nuisances du castor sont visibles. Mais les dons qu'il fait au milieu et qu'il fait aux humains, qu'il fait aux sociétés humaines dans sa capacité par son activité à protéger des incendies, des inondations, des sécheresses, sont invisibles. Voilà le paradoxe dans lequel on est. On a un animal avec des nuisances visibles et des dons invisibles. Simplement, les dons qu'il fait au milieu, ce qu'il apporte, sont infiniment plus importants que les nuisances visibles. Et